Merci beaucoup. Je suis donc Vincent Rippuck, je travaille au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, en anglais ECMWF. Et donc on est une organisation internationale supportée par 35 pays membres et pays associés en Europe et autour de l'Europe. Et le cœur de notre activité historiquement, c'était et c'est toujours, de faire des prévisions météorologiques, ce qu'on appelle à moyen terme, donc entre 3-4 jours et jusqu'à 2 semaines et au-delà. Depuis 2014, ECMWF est en charge de l'implémentation de deux des services Copernicus dont je vais parler aujourd'hui. Le service de surveillance de l'atmosphère, CAMS, dont je vais parler en premier, et puis le C3S, le service sur le changement climatique. Mon rôle à ECMWF, c'est d'être directeur des activités avec la Commission européenne, donc notamment les programmes Copernicus et Destination Earth. Je connais très bien le programme CAMS parce que j'ai été son directeur pendant 7 ou 8 ans depuis sa création, avant de passer la main à Laurence Rouil, qui est la nouvelle directrice de CAMS depuis le mois de février. Et cette présentation, en fait, elle repose sur un nombre très important d'équipes au centre européen, mais aussi de contractants dans la plupart des pays européens qui chacun apporte leur brique. C'est à peu près plus d'une centaine d'entités publiques, privées, qui contribuent à ce qu'est le service CAPS. Donc, le programme Copernicus est composé essentiellement de deux éléments. Tout d'abord, un segment spatial. Le programme Copernicus est financé par le règlement espace de la Commission européenne, avec les sentinelles, qui sont le cœur de l'activité. Mais également, et c'est ce qui fait de Copernicus un programme assez unique au monde, c'est que le programme a aussi des services thématiques qui vont prendre ces données d'observation de la Terre, les combiner souvent avec des modèles numériques et des données d'observation in situ pour informer sur différentes thématiques concernant l'atmosphère et le climat, les territoires, les océans, les urgences et la sécurité. Donc, c'est un programme opérationnel, donc ce n'est pas un programme de recherche. L'idée est de fournir des données de façon pérenne, avec à la fois une infrastructure spatiale et une infrastructure de services pérenne, basée sur l'observation de la Terre, et comme l'a dit Linda, pour le bénéfice de tous. C'est-à-dire que les données Copernicus, elles sont entièrement libres et gratuites, où que soient les utilisateurs en Europe, en Afrique et dans le reste du monde. Alors, mon organisation, le CMWF, porte une part très importante de l'implémentation de ces services, avec le service atmosphère et climat, mais aussi une grosse contribution au service sur les urgences. Alors, je vais parler maintenant du service CAMS, surveillance de l'atmosphère. CAMS fournit des données d'information libres et gratuites, basées sur l'observation de la Terre dans un certain nombre de domaines. La composition chimique globale de l'atmosphère pour le passé, le présent et le futur, hein, en termes de prévision. La couche d'ozone, la qualité de l'air, où donc on a des produits globaux, mais qui sont plus raffinés sur l'Europe. Un élément qui est en plein développement dans le service, qui sont les émissions et les flux de surface, à la fois pour les polluants et les gaz à effet de serre, comme le CO2 et le méthane, dont je vais reparler, des produits sur le rayonnement solaire, et puis des produits d'information sur les forçages radiatifs, des changements de la composition chimique sur le climat. Donc, vous aurez sans doute une copie des slides. Vous avez tout en bas en rouge l'accès donc au site web du service, atmosphère.copernicus.eu, et puis en dessous, l'accès aux données, puisque Copernicus, ce n'est pas seulement des images et des animations, mais c'est aussi des données numériques que vous pouvez utiliser et télécharger. Et le lien vers les données pour le service CAM, c'est ads.atmosphère.copernicus.eu, et j'y reviendrai. La façon dont fonctionne la chaîne d'information de la plupart des produits CAMS, c'est de prendre des produits d'observation de la Terre. Alors, je détaillerai ça dans une slide suivante, sur la gauche, de les traiter avec des modèles numériques, principalement deux classes de modèles numériques. D'une part, un modèle global
qui représente la composition chimique de l'atmosphère dans la troposphère et dans la stratosphère, de façon très détaillée, avec une résolution de 40 km, couverture de l'ensemble de la planète, et qui sont mises à jour 2 fois par jour et qui vont jusqu'à 5 jours d'avance. Sur l'Europe, alors j'en parlerai pas précisément aujourd'hui, on a un système basé sur un ensemble de 11 modèles différents qui utilisent l'information du modèle global et raffinent les informations sur l'Europe. En Afrique, il est tout à fait possible au niveau d'un pays, de groupe de pays, de faire des choses similaires pour descendre en échelle et affiner l'information disponible au travers de CAMS au niveau d'un pays ou d'un groupe de pays. Et au total, ça nous permet de personnifier le slogan de Copernicus, qui est les yeux de l'Europe sur Terre. Et vous voyez deux exemples ici, avec d'un côté, là, sur l'Amérique du Sud, des panaches d'aérosols qui viennent dans ce cas-là de feux de forêt. Vous voyez leur transport sur le Pacifique en particulier. Et puis la vignette de l'animation qui est en bas à droite, qui montre un épisode de poussière saharienne qui est transportée sur le nord de l'Afrique et une partie de l'Europe. Donc la capacité qu'a le service CAMS à partir de l'observation satellitaire, c'est de prendre en compte des phénomènes, même transitoires, même exceptionnels, comme les feux, les volcans ou les poussières sahariennes, pour fournir des prévisions qui ne sont pas simplement basées sur des inventaires d'émissions fixes, comme c'est le cas souvent pareil. Alors, CAMS sert un nombre très important d'utilisateurs. On a plus de 33 000 utilisateurs inscrits qui téléchargent des données. Et peut-être le nombre le plus important, c'est plus de 3 200 qui utilisent les données en routine, quasiment quotidiennement, pour alimenter des systèmes de prévision, de monitoring pour des pays particuliers ou pour des zones particulières ou pour des services particuliers. Et en fait, il y a un effet multiplicateur qui est assez énorme, puisque la dernière fois qu'on avait compté, c'est il y a très longtemps, on touche quotidiennement plus de 200 millions d'utilisateurs au travers de smartphones, au travers de bulletins à la télévision. Là, vous avez un exemple avec CNN. Et ce nombre, probablement, il est 2 à 3 fois supérieur, avec notamment Google Maps plateforme qui sert des données CAMS, ou The Weather Channel, qui alimente, par exemple, tous les iPhones. Donc, si vous regardez des informations sur la qualité de l'air à l'aide d'un smartphone, il y a de bonnes chances que vous regardiez en fait des données qui sont à l'origine produites par CAMS et qui sont juste transposées dans votre plateforme, qui sont améliorées et raffinées par un fournisseur de services. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide qui est assez compliquée, mais vous l'avez pour référence. C'est l'ensemble des données satellitaires de composition chimique que nous utilisons dans le service CAMS. Donc, ce sont les données qui sont assimilées. Elles couvrent un certain nombre d'espèces qui vont de l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, qui sont des polluants plutôt dans la basse troposphère, l'ozone étant aussi dans la stratosphère. Et puis, on utilise des informations également sur les gaz à effet de serre, le CO2 et le méthane, et enfin sur les aérosols à partir de différentes plateformes européennes ou américaines ou internationales. Donc, vous voyez avec cette liste que développer un système comme ceci, c'est très coûteux et très complexe, et c'est peut-être pour ça qu'il n'en existe pas beaucoup dans le monde. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent au système CAMS capable de mettre ensemble toutes ces données, plus l'ensemble des données météorologiques qui sont assimilées dans le système de prévision météorologique du Centre européen, ce qui fait qu'on a au jour d'aujourd'hui plus de 90 différents types de données satellitaires qui rentrent dans les prévisions CAMS qui sont fournies. Le concept de Copernicus et des services Copernicus, c'est de faire une fois pour toutes ces calculs qui sont complexes, difficiles, et de livrer aux utilisateurs des données intégrées qui vont bénéficier de l'ensemble de ces systèmes d'observation.
Alors, on utilise aussi beaucoup des données in situ, c'est-à-dire non satellitaires, à la fois pour la vérification des produits. Donc, ce sont des données qui sont à la fois depuis le sol, vraiment in situ, ou depuis le sol télédétection, ou à partir de moyens aéroportés. Et sur l'Europe, on utilise également les données de surface qui sont assimilées dans les modèles régionaux. Donc, Copernicus, c'est beaucoup de satellites et beaucoup de modèles numériques, mais c'est également travailler avec les données in situ qui sont essentielles, en particulier pour l'évaluation de la qualité des produits. Alors, on est dans une période qui est particulièrement intéressante pour nous, dans Copernicus et en Europe, avec des lancements de satellites qui vont intervenir d'ici l'an prochain, aux prochains 2 ans. Il y a notamment, je vais partir en haut à droite, la plateforme Météosat troisième génération, le sondeur, qui va emporter un instrument qui s'appelle Sentinelle-4, qui va mesurer en particulier le NO2, qui est un des polluants importants depuis l'orbite géostationnaire. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant pour la qualité de l'air. Également, Météosat troisième génération a à bord IRS, qui est le sondeur infrarouge, qui permet aussi de caractériser certains autres constituants chimiques et donc d'avoir une vision de l'évolution de la pollution. Il y aura également le lancement, à peu près dans la même période, 6 mois avant ou 6 mois après, METOP seconde génération, qui va emporter le Sentinelle-5, donc qui est la suite du Sentinelle-5P dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il va aussi emporter YASI nouvelle génération, qui est une version améliorée du sondeur YASI auquel on est maintenant habitué et qu'on utilise beaucoup, y compris dans CAMS. C'est 3MI, qui est un instrument très important pour les aérosols. Et enfin, le troisième lancement qu'on attend beaucoup, ça sera le lancement de 3 satellites qui s'appelle pour l'instant CO2M, il s'appellera peut-être Sentinelle quelque chose, Sentinelle-7, un petit peu plus tard. Et ces 3 satellites, en fait, ils vont mesurer le CO2 et le dioxyde d'azote à une résolution très fine de 2 km pour permettre d'estimer les émissions de dioxyde de carbone et donc d'aider les pays à suivre l'avancée de leurs efforts vers la neutralité carbone et le respect des accords des accords de Paris. Et j'ai juste mis ici une image sur la constellation d'instruments géostationnaires qui est en train de se constituer entre l'Asie et avec l'Asie et également l'Amérique du Nord. Alors, les données satellitaires, on en utilise et de plus en plus, pas seulement pour augmenter les chiffres, mais aussi pour augmenter, bien sûr, la qualité des données qui sont fournies aux utilisateurs à la fin. Et donc là, ce qui est montré, c'est l'impact de l'utilisation d'un des produits qui est déduit de Sentinelle-5 précurseur, le produit sur le monoxyde de carbone, CO, qui est émis avec la plupart des processus de combustion. Donc, tous les processus de combustion émettent plus ou moins de monoxyde de carbone. Et donc, ce que vous voyez en comparant le bleu et le rouge, c'est lorsqu'on est le plus près possible de la ligne pointillée au milieu, ça veut dire que l'impact des données est le meilleur possible. Et sur une sélection de sites, d'aéroports en Europe, à Francfort, dans le Moyen-Orient, en Amérique du Nord et Afrique de l'Ouest, ce que vous voyez, c'est que la ligne rouge est en général plus près de la ligne pointillée, c'est ce qui veut dire que l'utilisation, l'assimilation de ces données de CO fait que les données deviennent de meilleure qualité. Vous voyez en particulier pour l'Afrique qu'au-dessus de 900 hectopascales, l'assimilation de Sentinelle-5P permet de faire une évaluation quasi parfaite, non biaisée, du monoxyde de carbone, donc à la verticale des aéroports d'Afrique de l'Ouest qui sont visités par les avions équipés par Iagos. Donc l'utilisation croissante de plus en plus de données satellitaires a pour conséquence d'améliorer de façon croissante la qualité des produits. CAMS ne fait pas que utiliser les données pour faire des prévisions pour les prochains jours. Un des produits très importants, c'est ce qu'on appelle la réanalyse. J'en parlerai dans la prochaine présentation sur ces 3S. Ce qui est fait dans la réanalyse, c'est de
rejoué toute une période passée. Dans le cadre de CAMS, c'est depuis 2003. Donc, il y a 2003, le début des années 2000, c'est le moment où il commence à y avoir suffisamment de données satellitaires sur la composition chimique de l'atmosphère. Et donc, on a recalculé une série temporelle qui est maintenant plus longue que 20 ans, qui retrace l'évolution de la composition chimique de l'atmosphère pour les polluants, mais également pour les gaz à effet de serre, depuis cette période sur l'ensemble du globe. Alors, c'est très intéressant parce que ce jeu de données, qui est assez unique, je crois qu'il n'y a que la NASA qui fait quelque chose de similaire, mais généralement de qualité un petit peu moins bonne lorsqu'on compare aux observations, c'est que ces données de réanalyse permettent de mettre en contexte des épisodes particuliers ou des années particulières. Donc là, ce qui est montré sur la rangée du haut, c'est la moyenne mensuelle pour le mois de janvier à gauche et le mois de juin à droite, en moyenne sur les années de 2003 à 2019. Et vous voyez des zones avec des zones ici en rouge. Donc c'est la concentration à la surface de particules fines, PM2.5, donc dont le diamètre est plus petit que 2,5 microns. Et donc vous voyez la trace au mois de janvier à la fois de poussière saharienne et également de feu que vous voyez dans le tropique nord avec ces zones ici en rouge. Par ailleurs, dans la climatologie du mois de juin, on voit que les feux, cette fois-ci, sont dans la zone tropicale sud, avec également des zones en rouge très foncé, donc qui sont des concentrations assez fortes de particules fines. Donc ça, c'est la climatologie. Et lorsqu'on considère une année particulière, donc ici l'exemple, c'est l'année 2000, il est possible de faire une différence et de dire si l'année 2000 était plus ou moins, a vu plus ou moins de concentration de ces particules fines. Et ça permet de répondre très rapidement à est-ce qu'on vit une année exceptionnelle ou pas. Et donc là, vous voyez que pour l'année de janvier 2000, les poussières sahariennes étaient plutôt en avance, étaient plutôt plus fortes que la climatologie. Et par contre, au niveau de l'Afrique centrale, les feux étaient plutôt un peu moins importants qu'en moyenne, alors qu'ils étaient plus importants euh, vers l'ouest du continent. Pareil pour le mois de juin, donc vous pouvez comparer les deux. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et qui est utilisé notamment dans les bulletins annuels que font l'Organisation météorologique mondiale et le BAMS, donc le bulletin de la Société météorologique américaine. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'utilisations qui sont possibles de faire avec cette réanalyse CAMS. Un exemple, alors Copernicus, c'est pas seulement faire des produits et les mettre à disposition des utilisateurs. Ça, certaines universités le font, etc. Copernicus vient avec une évaluation de la qualité et beaucoup des efforts que l'on fait, et un grand parti des contractants que l'on a dans le service CAMS, mais aussi dans les autres services, c'est pour regarder regarder la qualité des données. Et là, c'est un exemple où on montre une évaluation à la fois sur l'ouest de l'Afrique et puis le Cap-Vert, et puis arrivant vers Porto Rico et les Caraïbes, une évaluation de cette prévision d'un panache de poussière saharienne. Donc qui part de l'Afrique et arrive vers les Caraïbes. Et vous voyez ici la prévision du modèle. Donc la ligne rouge pour chacun des points de mesure, c'est la quantité d'aérosol total intégrée sur la verticale, ce qu'on appelle l'épaisseur optique d'aérosol. Les petites lignes d'autres couleurs, c'est le type des aérosols qui constitue cette valeur totale. Et très souvent, vous voyez la valeur en grisé qui correspond aux poussières sahariennes. Donc la majorité des aérosols dans ce flux sont bien des aérosols de poussière saharienne. Et les petits points bleus, ce sont des mesures complètement indépendantes du réseau Aéronet qui mesurent cette même quantité. Vous voyez que le plus souvent, la ligne rouge et les petits points bleus sont exactement au même niveau. Donc, on voit arriver les panaches de façon tout à fait simultanée, ce qui veut dire, au même niveau, ce qui veut dire que les prévisions sont relativement bonnes.
Un autre exemple de capacité du système, c'est lorsqu'il y a des éruptions volcaniques. Donc là, c'est le cas du volcan Cumbre Vieja qui est sur La Palma, et donc qui est rentré en éruption en 2021, et que le système CAMS a pu caractériser. Et donc, on voit donc comment ce qui est observé par satellite, c'est du dioxyde de soufre, donc un gaz. Et à l'aide de nos outils de modélisation, ce gaz se transforme en sulfate. Et ensuite, ces aérosols de sulfate sont transportés, dans ce cas, pour une partie vers le nord de l'Europe. Et on voit ici une comparaison à nouveau avec des instruments Aeronet. Cette fois-ci, c'est une mesure qui est en Allemagne, à Lindenberg. Et vous voyez entre le 26 et le 28 septembre, donc sur la droite, le petit point bleu pratiquement à la même hauteur que la ligne rouge, ce qui veut dire qu'on a réussi à- à prévoir le bon moment où un panache issu de ce vol de sulfate, donc issu de ce volcan, est arrivé sur Lindenberg. Donc on a vraiment une capacité assez forte pour caractériser des phénomènes, qu'il s'agisse de poussière saharienne ou de cendres volcaniques. Le dernier exemple que je voulais donner, qui est très important pour l'Afrique évidemment, c'est le cas des feux de biomasse. Donc, CAMS utilise des données satellitaires de puissance relative des feux, FRP en anglais, qui nous permettent d'avoir une vision en temps réel de l'activité des feux. Donc, le cas qui est ici, c'est un cas de janvier 2023. Vous voyez la distribution de ces données satellitaires sur la puissance radiative des feux. Donc, on voit les feux qui sont actifs. À cause de notre réanalyse et de notre climatologie des feux, on peut comparer cette période-là à la période de référence depuis 2003. Donc, les barres en grise que vous voyez, c'est le maximum observé sur les tropiques nord, sur l'Afrique, depuis 2003. Donc, on voit qu'en 2023, en janvier, pour les mêmes jours, on est un petit peu en dessous du maximum. Vers la fin de la période, on est au-dessus. Mais disons qu'on est un peu en dessous du maximum historique. Et puis après, on voit comment ces feux se traduisent. Ici, c'est en termes de monoxyde de carbone, avec des concentrations très fortes de monoxyde de carbone sur toute une partie de l'Afrique centrale de l'Ouest, et un certain transport vers l'Atlantique. Et le système CAMS nous permet aussi de mettre ça dans une dimension historique. Et ce que l'on voit pour la zone africaine tropicale, à l'opposé de ce que l'on voit sur les latitudes extratropicales, c'est plutôt une décroissance depuis le début des années 2000 en termes d'émissions de carbone sur la période. Donc les émissions de, de carbone et de polluants par les feux n'augmentent pas dans l'ensemble des parties du monde. Pour ce qui est de l'Afrique tropicale, c'est plutôt en décroissance sur les 20 dernières années. Alors maintenant, je vais sur des produits qui sont plus d'intérêt pour la qualité de l'air, mais vraiment pour le climat, donc sur les gaz à effet de serre. Donc on a beaucoup de produits qui sont utiles pour s'intéresser aux gaz à effet de serre. J'en liste ici les quatre principaux. Je commence en haut à droite avec les inventaires d'émissions, qui est caractériser les émissions à partir de moyens non satellitaires. Donc il s'agit de voir quelle est la quantité de fuel fossile qui est consommée dans chaque pays pour chaque type d'activité, et donc d'arriver à une estimation de ces émissions. On a également des produits qui sont des produits de modélisation inverse. Donc, on utilise les modèles numériques pour déduire quel est le flux de CO2, de dioxyde de carbone, de méthane ou de N2O, donc les principaux gaz à effet de serre, après correction et en tenant compte des observations atmosphériques. Voilà un exemple pour le CO2, des zones pour un mois particulier qui sont émettrices ou qui vont capter du CO2 dans l'atmosphère. On a également des informations basées sur les activités, c'est-à-dire que de plus en plus, comme vous savez, il y a des informations sur
l'utilisation de l'énergie, sur le transport, enfin, le trafic, etc. Et ce sont des données qu'on peut utiliser pour mettre à jour les estimations des émissions. Et donc, c'est ce que l'on voit ici en haut à gauche. Et finalement, en bas à gauche, on fait également des prévisions à haute résolution du CO2 et du méthane, qui peuvent avoir tout un ensemble d'applications. Par exemple, beaucoup de nos utilisateurs sont des gens qui gèrent des stations de mesure de gaz à effet de serre et donc qui, à l'aide de cela, ont une première estimation de quoi attendre dans les prochains jours. Et donc, ce qui permet de faire des campagnes particulières ou de détecter, par exemple, qu'un instrument a une suspicion de défaut ou ne fonctionne pas correctement. Et pour finir le tour des produits actuels de Copernicus, je finis avec ce qu'on appelle les forçages radiatifs. Les forçages radiatifs, c'est un concept qui est très important dans les rapports du GIEC, qui est de regarder comment différents constituants atmosphériques ont changé entre maintenant et la période pré-industrielle et d'en déduire quel changement cela induit dans le bilan radiatif global. Par exemple, le CO2, entre la période industrielle et maintenant, a induit une augmentation de 2,2 watts par mètre carré, plus ou moins 0,3 watts par mètre carré. Et ce que l'on voit sur les années récentes, c'est que ce forçage radiatif par le dioxyde de carbone, qui continue à augmenter malheureusement, il est de l'ordre de 1,4% par an. Pareil pour le méthane, l'ozone. Ce qu'on voit avec les aérosols, c'est que l'effet est un petit peu différent parce que les aérosols sont peuvent à la fois jouer un rôle similaire au gaz à effet de serre, mais également jouer un rôle opposé et faire un effet parapluie, comme on l'appelle, et avoir une tendance à refroidir l'atmosphère. Donc, ce sont des données pour lesquelles il y a très, très peu d'équivalents dans le monde et ces données de CAMS ont été utilisées notamment par le GIEC dans le dernier rapport, donc le 6e rapport qui a été fourni il y a quelques années. J'arrive vers la fin de ma présentation pour dire que ce sur quoi on travaille en ce moment de façon très importante, c'est pouvoir obtenir des émissions par ce que l'on appelle la modélisation inverse, c'est-à-dire qu'on utilise des observations atmosphériques avec les satellites pour en déduire quelles sont les émissions d'un certain nombre d'activités humaines et les émissions en particulier de CO2, de façon à aider les pays à savoir si les efforts qu'ils mettent en place se matérialisent en fait dans l'atmosphère et est-ce qu'on voit également effectivement ces émissions réduire au cours du temps pour les aider à piloter cet effort. Donc, c'est un effort de très longue haleine qui combine à la fois toute une série de projets de recherche et de lancement de satellites. Donc, j'ai déjà mentionné pour le CO2 l'émission CO2M, qui fait que d'ici 2-3 ans, donc, on arrivera à avoir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Pour finir, donc, l'ensemble des données Copernicus que l'on fournit sont entièrement libres et gratuites. Et il est possible d'accéder à ces données sur différentes plateformes. Celle dont je vais parler plus précisément, je vais commencer par cette slide, c'est ce qu'on appelle en anglais le Atmosphere Data Store. C'est l'endroit où vous pouvez accéder à l'ensemble des données dont j'ai parlé. Donc, l'adresse est rappelée ici. Donc, la première fois où vous venez sur ce site, vous pouvez vous inscrire, c'est très rapide. Et puis ensuite, vous pouvez chercher dans le catalogue les données qui vous intéressent. Il y a un formulaire où vous sélectionnez le produit, les constituants, quelles échéances, est-ce que c'est la surface, des colonnes, etc. Et puis ensuite, vous pouvez les télécharger et les utiliser, où il y a quelques aussi fonctions d'utilisation directe. Et ensuite, ce qui est très utile, c'est que le système génère des scripts qui peuvent être réutilisables. Donc, vous n'avez pas nécessairement au travers d'API, ce qui fait que vous pouvez, de façon routinière, avoir une information sur la qualité de l'air au-dessus d'une zone qui est particulièrement intéressante pour vous. Donc ça, c'est l'Atmosphere Data Store. Et la slide précédente, c'est pour dire qu'on met en place, dans le cadre de CAMS, tout un ensemble de formations
avec différentes modalités. Il y a des formations en direct, des formations en ligne, et puis beaucoup d'outils de plus en plus qui sont en ligne, donc à cette adresse où vous avez notamment des Jupyter Notebook qui peuvent vous aider à partir d'un exemple qui est déjà fait, l'adapter pour regarder un sujet d'intérêt spécifique pour vous. Et c'est des choses que l'on fait de façon tout à fait conjointe avec EUMETSAT et l'Agence spatiale européenne avec l'ESA. Voilà. Il y a une autre chose que je mentionne dans le cadre de Copernicus, donc peut-être que certains des webinaires en ont parlé, c'est que non seulement Copernicus vous permet d'avoir accès aux données, mais il y a également toute une capacité à vous donner accès à des machines virtuelles pour faire des calculs qui ne sont pas seulement je sais pas, tracer une carte, mais vraiment faire des calculs qui peuvent être importants. Et pour ça, il y a Wikeo, qui est une plateforme que l'on organise avec le METSAT et Mercator Océan et l'Agence européenne de l'environnement, qui vous donne accès à des machines virtuelles gratuitement pour des choses de relativement petite échelle. Et puis ensuite, s'il y a plus de besoins, ça peut être de façon payante. Voilà, j'ai fini. La dernière chose, c'est pour dire que nous avons publié un article de survol du service Copernicus de l'atmosphère. Alors malheureusement, il est en anglais parce qu'il est dans le bulletin de la Société météorologique américaine. Mais si vous lisez l'anglais, ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails par rapport à ce dont je viens de vous parler. Voilà, le slide de conclusion, c'est pour dire que CAMS fournit des données sur la composition chimique de l'atmosphère avec des réanalyses sur le passé, des analyses, ce qui se passe en ce moment, et des prévisions jusqu'à J+5. Elles sont disponibles librement et gratuitement pour tout le monde. Il y a beaucoup de façons d'interagir avec les données en fonction des besoins et de capacités. Ce que j'ai dit un petit peu, mais c'est qu'il n'y a jamais assez de validation, vérification. Et donc, mes collègues et moi, on est vraiment très ouverts aux collaborations, à la fois simplement pour recevoir le retour d'expérience de votre utilisation des données, bon ou mauvais, des retours d'expérience aussi de comparaison avec des données locales, des campagnes de terrain, des tentatives de déchante en échelle, etc. Donc, on est vraiment preneur d'interaction sur nos données et sur leur utilisation au niveau des utilisateurs. Et puis finalement, voilà, donc on travaille de façon très proche avec METSAT et l'ESA, notamment pour la formation et les interactions avec les utilisateurs, de façon à aider les utilisateurs à utiliser au mieux l'ensemble des données que l'on met à disposition. Merci pour votre attention. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation de CAMS. On a quelques minutes pour des questions maintenant avant de passer à la présentation de ces 3 S. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Comme on n'est pas très nombreux non plus, donc ça va faciliter la réception des questions. Vous pouvez ou les poser dans le chat ou bien les poser à l'oral directement. Ou bien lever la main. En attendant, je vais peut-être poser une petite question moi-même au niveau des produits qui sont mis à disposition par CAMS et de la maille, de la taille de la maille, de la résolution spatiale des données. J'imagine que ça dépend du type de produit. Ça dépend aussi peut-être de la zone géographique. Est-ce qu'en Europe et en Afrique, on a accès à la même résolution spatiale? Voilà, c'est une question un peu Non, effectivement, la simple. résolution spatiale dépend des différents produits et la meilleure façon de le voir, c'est d'aller sur notre Atmosphere Data Store, donc ads.atmosphère.copernicus.eu, où pour chacun des produits, il y a une fiche qui indique quelle est la période sur laquelle c'est disponible, quelle est la résolution. Donc, en général, nos produits sont en résolution plus basse sur l'ensemble du globe que sur l'Europe, où il y a une couche supplémentaire de raffinement.
mais néanmoins, l'ensemble des produits globaux sont à 40 km de résolution, ce qui peut paraître très lâche par rapport à des choses comme l'imagerie, mais par contre, pour des problématiques comme le transport de panaches qui viennent de feux, c'est tout à fait suffisant. Donc, on peut prévoir très bien l'impact des feux en Afrique tropicale sur des pays d'Afrique qui sont distants et voir arriver les panaches de polluants et permettre aux autorités de prendre en avance les mesures, les mesures de protection de protection des populations ou d'information des populations. Donc, en général, nos produits sont à 40 km de résolution. C'est des choses qui augmentent au cours du temps, donc on va raffiner la résolution. Je pense que un an ou deux, on passera à 20 km, de l'ordre de 20 km pour l'ensemble du globe, pour ces différents produits. Mais bon, l'information principale, c'est d'aller sur ADS et puis voir pour chaque produit disons, la fiche caractéristique, la carte d'identité de chacun des produits. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que j'ai une autre question. Pardon, toujours en attendant. C'est bon, donc on va avoir le lancement de ce satellite Météosat troisième génération d'ici l'année prochaine ou 2026. Est-ce que bon, c'est un satellite géostationnaire qui va observer, qui va être positionné au-dessus de l'Europe, mais aussi au-dessus de l'Afrique, puisqu'on a une longitude commune. Est-ce que grâce à ce satellite, on va donc avoir une amélioration des produits sur la zone géographique Europe et Afrique, ou bien où en fait l'injection, l'assimilation des données produites par le satellite géostationnaire va bénéficier à l'ensemble du globe, enfin à l'ensemble des observations sur le globe. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais c'était... Si. Donc, Météosat troisième génération, donc géostationnaire, effectivement, il va être situé au-dessus de l'Afrique. Certains des instruments à bord vont voir l'ensemble du disque, et donc quasiment l'ensemble de l'Afrique et l'Europe jusqu'à une certaine, enfin les deux coupés en latitude au-delà de 55 degrés, enfin, au nord de 55 nord et au sud de 55 sud, la capacité est moins bonne, mais disons une très très grande partie va être visible. C'est le cas en particulier pour le sondeur infrarouge IRS que j'ai mentionné, donc qui va permettre de donner des informations en particulier sur le monoxyde de carbone, également une certaine information sur les aérosols et également sur les feux actifs, ce qui fait que au lieu d'avoir une vision comme aujourd'hui, simplement une par jour, quand un satellite défilant passe sur une zone de feu, on aura avec un pas au moins horaire une information sur l'évolution des feux. L'importance des feux sur la qualité de l'air en Afrique est tout à fait énorme. Et donc, on s'attend effectivement à une amélioration assez forte des produits. Alors, Sentinel-4, lui, aura une zone géographique plus limitée parce que c'est un capteur plus limité. Il n'intéressera pas directement les produits sur l'Afrique, mais néanmoins, au travers de l'assimilation des données, parce que toutes ces données vont être utilisées dans notre domaine, sur le domaine global, font que l'information pourrait être potentiellement améliorée sur l'ensemble du globe. L'ensemble du globe étant aussi observé par METOP EPS deuxième génération, qui là aura à bord notamment Sentinel-5, donc le successeur de Sentinel-5 précurseur, YASI Next Generation, qui mesure dans l'infrarouge, et puis 3 EMI, donc beaucoup de données qui vont rentrer dans le système CAMS et donc pouvoir accéder aux utilisateurs. Pour les utilisateurs, ça sera transparent, c'est-à-dire les utilisateurs auront, comme aujourd'hui, accès au NO2, à l'ozone, aux particules, mais cette information aura une meilleure qualité grâce à l'ensemble de ces observations satellitaires qui sont fournies. Rien n'empêche aussi les utilisateurs avancés d'utiliser eux-mêmes certains des sources des informations satellitaires directement pour des applications qui sont là plus, je dirais, recherche ou avancées, développement de produits avancés. Mais la grande majorité des utilisateurs bénéficiera des produits qui sont déjà intégrés, déjà calculés, qui leur permettent de les utiliser très, très facilement avec des outils tout à fait limités et avec la puissance des capacités de calcul je sais pas si on dit dans les nuages ou dans le nuage,
dans le cloud en tout cas, Avec ça. qui fait qu'il n'y a pas besoin d'infrastructure locale et que un utilisateur, juste avec une connexion Internet, il faut encore avoir une connexion Internet, ce qui est pas donné partout, peuvent faire énormément de choses qui n'est pas possible il y a quelques années. D'accord. Très bien, merci, merci pour cette réponse. Heu, bon, ben, s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer à la présentation de ces 3 S ou oui? Je crois que Oui. j'ai entendu quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, Bonjour, c'est Ivan allez-y, Zouglana. bonjour, Bonjour. oui, bonjour monsieur Zougrada. Il nous reste une présentation, du service Copernicus sur le changement climatique avant de passer à la vôtre. Ça vous convient? Oui, pas de problème. Très bien. Bon, ben, on va présenter ces 3 S alors, si